On est en ligne avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous voyez, c'est la séance boursière qui est encore une fois catastrophique aujourd'hui. On a des séances d'hyper-volatilité. On a rarement vu ça, Jean-Pierre, moins 9 sur le CAC 40 aujourd'hui, enfin au moment où on se parle, on est en direct. On a fait plus 10 sur les marchés américains vendredi. C'est du jamais vu. Après, on parlera des banques centrales et tout, mais donc qui est comme ça des séances boursières avec de telles variations, même lors de la crise financière de 2008, je ne suis pas sûr qu'on ait vu ça, non? J'en appelle à votre souvenir. Il faut quand même bien dire que le choc est tout à fait inédit également. Donc, il faut rapporter la volatilité des marchés à une espèce d'opacité qu'il y a assez naturelle sur l'ampleur du choc initial, c'est-à-dire sur l'épidémie de Covid-19 et sur sa diffusion. Ce qui fait toujours peur au marché, c'est l'opacité. Vous faisiez référence juste à l'instant à 2008. À l'époque, c'était l'opacité sur la valeur des produits dits structurés de crédit, les fameux produits ABS, sur lesquels étaient gagés un certain nombre de crédits immobiliers. Personne ne savait exactement combien ça valait, quelle était sa liquidité, etc. Et donc, ça débouchait sur une incertitude quasi permanente. Et ça a déclenché, après la faillite de Lehman Brothers, des niveaux de volatilité extrêmes. Ouais. Là, l'opacité, si vous voulez, elle est liée en quelque sorte à la nature même du choc initial qui a amené ce puissant mouvement récessif dans le monde. J'ajouterais que vous faites référence à la volatilité et au mouvement de marché. Il faut quand même bien savoir qu'il y a des investisseurs aujourd'hui, il y a des intervenants sur le marché qui sont très 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 sensibles au niveau de volatilité, qui ont des niveaux dits de value at risk, c'est-à-dire de tolérance à l'égard de la volatilité, qui les oblige à vendre des actifs. On parle de volatilité réelle, pas la volatilité, pas celle qui est implicite, le fameux VIX. On parle de volatilité réelle, correspondant aux écarts au quotidien, c'est ça Bien sûr, et il y a des investisseurs qui sont obligés de vendre des actifs, quels qu'ils soient, d'ailleurs des actifs même dits sûrs parfois. Ça peut être l'or, ça peut être les obligations d'État, et évidemment, ça accélère le processus. À mon avis, pour envisager une stabilisation des marchés, il faut trois choses. D'abord, des niveaux dits de capitulation, c'est-à-dire des niveaux extrêmes. Alors, vous parlez mais on n'y est pas là, et Jean-Pierre, on y est là, non? On y est depuis mardi dernier, en fait. Voilà. Donc ça c'est là, mais il manque deux leviers, à mon avis. D'abord, un levier de politique économique, monétaire et budgétaire. Attends, je vous coupe, Jean-Pierre, mais monétaire, attendez, les marchés ont demandé, j'ai du mal à comprendre la réaction des marchés ce matin, parce que pour le coup, ils attendent depuis plusieurs jours une action concertée. On se dit, bah ça y est, elle a eu lieu cette nuit, on a eu la Fed, de son côté, qui baisse d'1 point de pourcentage, c'est pas rien, encore une fois, c'est au cours, puisqu'il relance son QE, on en parlera. On a une action coordonnée des banques centrales pour que tous ceux qui ont besoin d'argent frais en dollars soient alimentés. Moi, j'aurais imaginé que les marchés applaudissent et on est reparti en correction. Ça vous surprend pas? Alors, d'abord, il manque. Alors, même au niveau monétaire, il manque au moins la BCE. Dans les grandes banques centrales, qui sont de nature à influer sur les décisions de marché. D'abord, au niveau monétaire, mais il faut. Alors, et il manque surtout la politique budgétaire. Non, mais déjà, Jean-Pierre, sur le monétaire, la réponse monétaire mondiale, concertée et coordonnée, plus la Fed de son côté, plus les grandes banques les grandes banques centrales qui disent on va alimenter en dollars, on fournira les dollars pour que personne n'en manque, c'est puissant, oui, ça. Non, mais c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que, entre-temps, d'abord, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les marchés attendent une action budgétaire qui n'est pas présente aux États-Unis, qui n'est pas présente en Europe. En Allemagne, si, vous avez vu, un plan potentiellement de 550 milliards d'euros. Oui, enfin bon, il faudra bien regarder dessus, mais ça ne suffit pas à l'échelle de la zone euro. Les gens raisonnent par grands blocs. Quelle est l'impulsion budgétaire aujourd'hui en zone euro? Je crois que le compte n'y est pas. Et en fait, il n'y a que l'Asie qui a pris des mesures, mais on peut comprendre pourquoi, parce que évidemment les pays est-asiatiques ont été touchés en premier par la crise. Il n'y a qu'en Asie que l'impulsion budgétaire est à peu près à la hauteur de la situation, et encore. Et de toute façon, David, même s'il y a de l'impulsion monétaire et budgétaire, il faut bien dire que les perspectives objectives de dégradation de l'activité se sont considérablement renforcées au cours des derniers jours. Tout simplement parce que toutes les mesures de distanciation sociale, on
on va appeler ça comme ça, se sont multipliés, renforcés au cours des derniers jours. Ajoutons à cela le puissant resserrement des conditions macro-financières, c'est-à-dire les stress de liquidité qu'on a vus, la baisse de la bourse, la montée des spreads de crédit. Voilà, tout ça, évidemment, ajoute au choc initial, au choc sanitaire initial, au choc d'offres et de demandes d'origine sanitaire, et donc renforce en quelque sorte la pression récessive et augmente sa durée potentielle. Et donc par rapport à cela, les marchés de capitaux en demandent plus. Et plus on attendra, et plus les marchés en demanderont. Mais que peuvent faire de plus, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus, les banques centrales? Encore une fois, la Banque centrale américaine, on en parlera aussi juste après avec Véronique Riche-Flores, mais la Banque centrale américaine, mais attendez, 700 milliards de QE qu'elle réactive, une baisse d'1 point de pourcentage de ses taux directeurs avant la réunion de cette semaine. Attendez, plus l'action concertée encore une fois des banques centrales, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus du point de vue monétaire? Après, on parlera du budgétaire, il y a des choses quand même dans le pipe, mais monétairement parlant, autant j'étais sur ma faim, et vous aussi, jeudi, après ce qu'a fait la BCE, qui a largement rétropédalé, hein, vous avez vu, hein. Je crois qu'il paraît qu'elle s'est excusée, Christine Lagarde, auprès de son conseil des gouverneurs. Bref, monétairement parlant, je ne vois pas comment ce qu'on peut faire de plus, sachant que ce n'est pas la Banque centrale qui va endiguer l'épidémie, comme vous le disiez, ce sont des mesures sanitaires. Non, mais de toute façon, au préalable, David, l'idée n'est plus aujourd'hui d'empêcher la récession. La récession est là. C'est de limiter l'ampleur de la récession. Donc, ce que price les marchés aussi, c'est l'ampleur de la récession. Hein. Attention à cela. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous avez l'air de dire qu'elle ne peut plus rien faire. Vous savez que depuis des années, je plaide pour hélicoptère-monnaie, donc je pense qu'elle peut encore faire beaucoup plus. Mais Jean-Pierre, si vous recevez de l'argent qui vient du ciel, vous en faites quoi si vous êtes confiné chez vous, là? Non, mais c'est pas seulement ça, hélicoptère-monnaie. Hein. Ce serait par exemple directement des projets de dépenses publiques directement financés par la Banque centrale. Ce sera des mesures d'annulation de la dette publique détenue dans le bilan des banques centrales. Et puis de toute façon, vous mentionnez un effet mécanique, là, l'impact de la richesse monétaire sur le comportement des entreprises, des ménages, mais ça va au-delà, hein, si vous voulez. Moi, ça fait plus de 30 ans que je connais des crises financières, l'aspect psychologique, l'aspect pilote dans l'avion est extrêmement important. Hein. Mais là, les banques centrales donnent le sentiment qu'il y a un pilote dans l'avion. Elles rattrapent le temps perdu, là, il y a une espèce de... Mais elles courent après les événements, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure l'opacité. Quand vous avez une opacité très très forte, une incertitude très très forte sur l'information et le potentiel de développement futur, vous en demandez plus. Et donc là, on a le sentiment que les politiques économiques courent un petit peu, et je dirais même les politiques sanitaires par certains côtés, courent après les événements. Et ça, comment elles font pour rassurer, pour calmer les marchés, les banques centrales? On passera après au gouvernement et aux mesures sanitaires. Ben, de toute façon, il faut les deux, hein, David. Il faut de la politique budgétaire et de la politique monétaire. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait à l'aise pour préconiser de l'hélicoptère-monnaie. Mais indépendamment de l'hélicoptère-monnaie, je pense que la Réserve fédérale va utiliser d'autres éléments. Elle a plusieurs possibilités à cet égard. Elle a le fameux, alors je ne vais pas revenir trop dans les aspects techniques, mais elle a des procédures dans sa section 13 de l'acte de la Réserve fédérale qui lui permet, dans certaines circonstances, d'acheter de prêter plus exactement directement à des agents non financiers, entreprises, ménages, sous forme de produits ABS le plus souvent. Elle l'a fait en 2008, hein, donc au profit d'un certain nombre de crédits destinés aux ménages. Et donc là, elle pourrait le faire plutôt vers les entreprises. Donc elle a ça. Elle peut encore étendre le quantitative easing. Elle peut changer sa forward guidance. Elle peut faire plein de choses. Encore. Ouais, sauf que c'est pas ça qui endiguera la propagation, encore une fois, de l'épidémie. Non, mais de toute façon, c'est trop tard, David, sur le plan économique. Alors, le troisième élément pour rassurer les marchés, vous m'y faites penser là, à ce moment-là, c'est effectivement un début de stabilisation de la progression de l'épidémie. En Europe, on n'y est pas. Là, en Europe, on n'y est pas. Ah ben non, on n'y est pas. Et sur la base des statistiques chinoises et coréennes, on n'y sera pas. Alors, ça dépend des pays, mais disons que pour la France, ce ne sera pas probablement avant 14 jours, à peu près. Hein, l'activité, elle repart vraiment, Jean-Pierre, en Chine? Parce qu'on dit finalement, ils ont mis du temps à dégainer, mais c'était tellement drastique que personne n'est sorti de chez soi. En Chine, ça redémarre vraiment, là? Ah oui, tous les derniers indicateurs que j'ai regardés ce week-end, en particulier les transactions immobilières, les données portuaires, les données de congestion,
la consommation de charbon par les grandes centrales électriques, etc., montre que en matière de taux d'activité, on est revenu à environ, je dirais environ, il y a quelques incertitudes sur le chiffre, environ 80% du niveau d'activité pré-crise. Mais c'est très prometteur, Jean-Pierre. Si on doit se raccrocher, parce qu'un jour comme aujourd'hui, on a envie de se flinguer, mais c'est prometteur de voir qu'avec un confinement qui a duré quoi, 4 semaines, 6 semaines en Chine? En Chine, les premières mesures de confinement ont été effectuées le 23 janvier dans la province du Hubei, à Wuhan. Donc on est sur 6 semaines. Alors, ça dépend des provinces, parce que à partir de la mi-février, progressivement et de façon variable suivant les provinces, il y a eu une rouverture progressive des unités de production. Mais c'est rassurant, Jean-Pierre, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant, si tant est que le confinement est strictement appliqué, Jean-Pierre, si le confinement est strictement appliqué, ça veut dire que le pic sera atteint. Mais bien sûr, il sera atteint. Fin avril. Non, mais le problème, c'est que M. Marché, lui, il n'attend pas. Hein. M. Marché, lui, il veut des résultats immédiats. C'est tout le problème. Enfin, vous connaissez bien la problématique des marchés financiers. Lui, il a besoin de 3 leviers, je pense. Hein. S'il en avait déjà 2, ce serait déjà pas mal, si vous voulez. Mais il n'en a qu'un ou un et demi aujourd'hui. La seule chose qu'il a, c'est les caractéristiques techniques du marché qui sont en capitulation. Ça, c'est indéniable. Ainsi que les fondamentaux. La prime de risque est à des niveaux totalement délirants. Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus de toute façon. Mais de toute façon, les investisseurs ne se raccrochent pas à ça. Donc on est en phase de capitulation. Vous avez employé un mot-clé. Pour vous, on est en phase de capitulation des marchés parce que souvent, c'est-à-dire que le gros de la baisse est derrière nous, une fois qu'on a dit ça. Oui, alors, le gros de la baisse, mais tout dépend aussi des fondamentaux, en l'occurrence les fondamentaux sanitaires, c'est ceux auxquels on vient de faire allusion à l'instant, et les fondamentaux macro. Parce que, évidemment, ces mesures de confinement ont un prix, et on le sait tous, c'est une récession qui va être très forte. Alors, la Chine va repartir probablement au deuxième trimestre de façon très nette, ainsi que le monde chinois et certains pays est-asiatiques. Mais pour l'Europe et les États-Unis, ainsi que toute une série d'autres pays émergents comme l'Europe centrale, par exemple, on peut aussi craindre pour certains pays d'Amérique latine, eh bien, l'activité va très probablement baisser d'ici, on va dire, le mois de mai, hein, on va dire cela. Donc ça veut dire que le point bas des marchés n'a pas été atteint. Mais votre sentiment, encore une fois, c'est que le gros de la baisse, le gros de la panique est derrière nous? Voilà, déjà avec les baisses d'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans des moins 40. Donc effectivement, s'il y a les mesures de politique économique telles que je les ai décrites tout à l'heure, qui sont présentes dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, je pense qu'on aura un nouveau support de stabilisation. Est-ce que ça suffira? Non, il n'y a jamais de garantie, mais vous savez, David, ex ante, vous ne le connaissez jamais le point bas. Même Warren Buffett ne le connaît pas. Hein, vous savez, on le connaît ex post. Non, mais voilà. Non, mais l'idée pour l'investisseur, c'est pas de chercher le point bas. Hein, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est de regarder une situation la plus objective qui soit, la plus probable qui soit. Et ça, c'est quoi alors? C'est quoi selon vous? Pour moi, pour un investisseur action qui a un minimum d'horizon devant lui, c'est-à-dire, on va dire 6 mois, 1 an, hein, pour être à l'aise, qui n'a pas de contrainte de liquidité, il peut commencer à regarder un certain nombre de dossiers sur le marché action. Voilà, ça pour moi c'est assez clair, à moins d'être véritablement extrêmement négatif et pessimiste sur l'ampleur et la durée de ce choc sanitaire sur l'économie mondiale. Et ce qui pourrait entraîner une nouvelle vague de baisse, je ne veux pas encore une fois être catastrophiste, mais une nouvelle vague de baisse sur les marchés, c'est quoi? C'est parce que le pic de l'épidémie, encore une fois, en Europe est encore loin, parce que les marchés ont peut-être mal pricé, je pose la question, hein, ce qui se passe, le confinement à venir, je pense aux États-Unis. Hein. Oui, alors ça, c'est la crainte majeure. Hein. C'est des mesures de confinement qui commencent à se manifester ici ou là, dans les grandes villes américaines. On a vu à New York, notamment. Voilà. Là, si ça se généralise, si ça s'amplifie, et si la courbe, effectivement, des contaminations explose à la hausse de façon exponentielle, effectivement, il y aura une nouvelle vague baissière. Toute chose égale par ailleurs. Hein, toute chose égale par ailleurs. Ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait de quoi être rassuré sur la base de ce qui s'était produit en Chine. L'Italie montre quand même, de ce point de vue, une évolution plus négative. Et
Mais le confinement est plus récent en Italie. Il faut peut-être aussi. Certes, mais du point de vue des capacités hospitalières italiennes, cela peut engendrer une vague de submersion qui ferait monter le taux de mortalité. Vous voyez, et donc on ne pourrait pas répéter exactement le scénario chinois. Donc c'est une crainte qu'il y a aussi chez un certain nombre d'investisseurs. Bon, pour l'instant on n'y est pas, fort heureusement, mais c'est quelque chose qui trotte dans la tête. Donc motif d'espérer, on se dit quoi si on se quitte sur une note positive, les motifs d'espérer pour vous, vraiment, il faut absolument, surtout l'Europe qui est très 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 en retard. Enfin, franchement, c'est assez désespérant de voir ce continent. Mais d'un point de vue sanitaire, c'est quoi sur la RIP? Parce qu'on a dit un plan de 500 milliards en Allemagne, on a 40 milliards en France, on a des plans de soutien, pas de relance, de soutien, d'urgence. Non mais, enfin, écoutez, l'OMS dit que l'Europe est le nouvel épicentre de la crise sanitaire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et pourtant, qu'est-ce que vous voyez en face? Vous voyez une banque centrale européenne qui non seulement agit très en retard, mais ne prend que des demi-mesures temporaires en plus sur le fond, et fait des erreurs, j'ai envie de dire, impardonnables au niveau de la forme, manifestant une... Elle a corrigé le tir, Christine Lagarde, apparemment. Oui, mais le mal est fait, enfin, c'est pas possible. Alors qu'un pays fondateur de l'Union européenne, qui représente l'Italie, 60 millions d'habitants, 15% du PIB de la zone euro, c'est inadmissible, totalement inadmissible de prononcer les termes qui ont été prononcés jeudi dernier. Mais elle a rétropédalé. Elle avait dit qu'elle n'était pas là pour aplatir les spreads entre les spreads de crédit sur les pays. Depuis, voilà, elle a quand même rétropédalé. Mais le mal est fait, vous avez raison. Le mal est fait, alors que ce pays quand même traverse une pandémie qu'on n'a jamais vue depuis 100 ans, et que ce pays n'y est pour rien par-dessus le marché. Donc elle ne manifeste même pas la moindre solidarité, qui est quand même le propre de la construction européenne, du moins officiellement, depuis sa création. Enfin, c'est hallucinant. Donc ce que je pense, c'est qu'au niveau de la BCE, non seulement elle va devoir rétropédaler, mais elle va devoir en faire beaucoup plus. Mais bien sûr. Et moi, je pense qu'il va falloir... si les choses ne s'améliorent pas au niveau sanitaire, envisager véritablement des mesures dites hélicoptère-monnaie. En fait, hélicoptère-monnaie, c'est très simple, c'est pas des billets de banque qu'on lâche au-dessus des villes, hein. C'est tout simplement un transfert de richesse monétaire définitif par la Banque centrale, et non pas par les États, ou par les États, mais directement financé par la Banque centrale. Et c'est tout à fait envisageable, surtout face au caractère absolument inédit de ce choc, qui en plus est un choc mondial. Bon, merci en tout cas, merci pour ce point de vue. Donc, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Au revoir. Bye.